En tant qu'agent immobilier, on ignore souvent à qui on a affaire. Elle aurait pu être une véritable milliardaire, elle aurait pu être une arnaqueuse et je n'aurais jamais su faire la différence. Ce projet évoque un peu Robin des Bois. J'ai fait semblant d'être une milliardaire pour pouvoir entrer dans les appartements les plus exclusifs de New York. Nous ne vendons pas seulement un immeuble. La raison pour laquelle les gens vivent ici, c'est à cause du style de vie que nous proposons. 85 millions, 10 millions, 16 millions. Ces personnes font partie du 1% du 1%. Je trouve vraiment obscène que ces immeubles existent. Votre femme de ménage sera en train de préparer le dîner pendant que vous dégustez l'un des meilleurs champagnes dans la baignoire avec votre mari. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec cette vue. Gabriella. Gabriella, je t'imagine vraiment vivre ici. La propriété la moins chère que j'ai visitée coûtait 10 millions et la plus chère était à 85 millions. Ils manipulent les villes au détriment de tous les autres habitants des villes. Je m'appelle Andy Schmidt et en 2016, j'ai passé 3 mois à New York dans un programme de résidence d'artistes. En gros, toute cette idée a commencé avec un grand cliché. Je suis montée à l'Empire State Building et j'ai admiré la vue. Et j'ai tout simplement réalisé qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui sont aussi hauts, voire plus hauts que l'Empire State Building. Et j'étais tout simplement très curieuse de savoir à quoi ressemblait la vue depuis ces bâtiments. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur mon livre et sur mon projet. J'ai choisi 25 immeubles, des tours ultra luxueuses et très hautes. 93 étages sur la ville. Voilà ce que 81 millions vous offre. Un penthouse complet de 780 mètres carrés avec des vues panoramiques du sol au plafond sur la métropole. Mon objectif était vraiment de montrer ces vues qui sont considérées comme les meilleures que l'on puisse posséder en privé à New York. Au début, je voulais juste photographier les vues pour le livre. À mesure que je m'enfonçais de plus en plus dans ce monde, il devenait de plus en plus évident que c'était quelque chose de totalement étrange et fou. J'étais allongée dans mon lit et vraiment, je me demandais comment je pourrais entrer dans ces bâtiments. Je me souviens avoir parlé du projet à la commissaire qui travaillait à la résidence et elle m'a dit « Jamais ils ne te laisseront entrer sans ton carnet de chèques. » La seule façon d'y arriver, c'est de faire semblant d'être une milliardaire à la recherche d'un appartement. À partir du moment où j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était à peu près la seule chose à laquelle je pouvais penser. Note-le, vérifie l'adresse, rentre à la maison, regarde s'il y a des biens immobiliers disponibles, appelle l'agence. Et généralement, le lendemain, j'y allais, je regardais et je prenais une photo de la vue. Donc, vraiment, pendant 3 mois, je vivais entre cette Gabriella, qui était mon personnage de milliardaire, et moi-même, aller-retour sur la ligne A entre Brooklyn et Manhattan. Je m'appelle Daniel Rosenstein. Je travaille dans l'immobilier depuis 4 ans. J'ai rencontré Andy il y a 2 ans, quand elle infiltrait les propriétés les plus exclusives de New York. Je faisais de la location Airbnb dans mes appartements de l'Upper West Side. Et d'abord, je me souviens qu'il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais à New York? » Quand il a dit être agent immobilier, j'ai hésité à lui dire pourquoi j'étais venue. Elle m'a dit qu'elle écrivait un livre, alors au début, je me suis demandé « Se moque-t-elle de notre profession ?» Je suis simplement tombé dessus dans votre projet ici. Et puis, plus elle en parlait, plus je comprenais son point de vue. Ce qui est, c'est que presque personne n'a accès à ces appartements. Il faut passer par un concierge ou contacter un agent immobilier. Ce n'est pas un marché où vous pouvez simplement venir à une journée portes ouvertes. Elle a posé quelques questions, je crois, sur la façon de s'y prendre pour entrer dans les immeubles. Je lui ai dit d'utiliser le terme que nous recherchons, pied-à-terre, ou une résidence secondaire en ville. Beaucoup de gens très riches cherchent une 2e, 3e, 4e, 5e résidence. Et à ce moment-là, elle avait essentiellement créé toute sa personnalité. Gabriella est en fait mon 2e prénom. Parce qu'au début, je ne savais pas s'ils allaient vérifier mon passeport un jour. Et en fait, dans certaines propriétés, ils l'ont vérifié. Et je me souviens qu'à l'époque, je suis devenue vraiment obsédée par beaucoup de ces petits détails, comme le fait de devoir faire mes ongles, d'avoir les bonnes chaussures, le bon sac. Pour ce projet, je devais apporter mon appareil photo et prendre la vue en photo. Évidemment, cela me rendait très étrange aux yeux des agents. Mais j'ai aussi réalisé que plus j'agis de façon étrange,
plus c'est convaincant que je suis vraiment une milliardaire et que je m'en fiche complètement. J'étais vraiment, vraiment nerveuse lors de cette toute première visite. L'agent a commencé à me demander si j'avais une chef, si j'avais une nounou, si nous avions un chauffeur privé. Alors j'ai juste répondu oui et non au hasard. Et toutes ces réponses sont un peu devenues une partie de ce qu'était Gabriella. Dis à ton mari chaque matin que c'est vraiment là où tu veux être. Il existe plusieurs types d'agents. Il y en a qui sont plutôt naturels et qui te montrent simplement les choses. Voici la cuisine, voici la salle de bain, voici le prix, et puis il y a l'autre extrémité du spectre. Tu le sentiras, Gabriella. C'est comme faire un voyage des trottoirs du vieux New York du 19e siècle au trottoir de Florence. Je pourrais préférer le 21e siècle. Alors imagine ta fille courir partout en disant « Vierge hongroise ». C'était vraiment difficile de garder son sérieux pendant ces projections. Je veux dire, c'était vraiment bizarre ce qu'il me racontait. Reste calme, Gabriella. Ce moment est pour toi. Dis simplement à ton mari qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois heureuse. Je suis sûr qu'il ne te dira pas non si tu lui fais savoir. C'est vraiment ton premier choix. Parce que ce segment ultra luxe de l'immobilier ne se porte en fait plus si bien en ce moment. Plus le projet est récent, plus les équipements sont fous parce qu'il y a vraiment une énorme concurrence. L'une des choses qui est devenue une norme absolue pour ces immeubles, c'est la salle de simulateur de golf, le restaurant privé, étoilé Michelin dans l'immeuble, le théâtre, la piscine, évidemment. Salle de sport Equinox. Il propose des salles de jeux pour enfants, des billards, des conférences et plus encore. Dans l'un des penthouses, il vous offrait un yacht en cadeau lorsque vous achetiez l'appartement, un yacht. Donc, tu as mentionné le nombre de personnes qui vivent réellement dans la pauvreté, selon les chiffres fédéraux de la pauvreté. Mais nous savons tous qu'à New York, c'est une toute autre histoire. Le loyer moyen dans toute la ville est revenu à presque son niveau d'avant la pandémie. La construction de logements dans les années 2010 a été la plus faible depuis les années 1960. Je pense que la pauvreté est généralement présentée du point de vue du bas. Donc, on parle des sans-abri ou des personnes qui n'ont pas les moyens de se loger. Je pense que lorsque vous la regardez depuis le sommet de la sphère, c'est aussi très révélateur. Les bâtiments que l'on peut voir depuis chaque coin de la ville sont ces biens immobiliers ultra luxueux qui ne sont vraiment accessibles à personne. Les appartements et les immeubles sont vides à 60 ou 70 %. Un paradis commercial et résidentiel avec parmi les plus hauts bâtiments de la ville, ainsi que les restaurants et appartements en copropriété les plus chers. Si vous souhaitez appeler la tour Steinway votre chez vous, les studios commencent à 77 millions. Écoute, ce n'est pas pour manquer de compassion envers les sans-abri, mais si tu habites au 157, tu paies des millions de dollars pour y vivre. Tu veux un refuge pour sans-abri chez toi? Je ne crois pas. Nous ne construisons pas assez de logements pour toutes les personnes qui ont besoin d'un endroit où vivre. Voilà à quoi ressemble la vie dans le plus petit appartement de New York. Peu importe vos attentes, baissez-les. Donc, ces immeubles sont en quelque sorte vraiment sans âme. Dans un sens, ils sont super standardisés. Je remarque que ces propriétés présentent de nombreuses similitudes avec les mêmes finitions, matériaux et parfois des plans identiques. C'est vraiment difficile de créer quelque chose de différent quand on travaille toujours avec le même plan d'étage, qui est un grand carré ou un rectangle dans le ciel. Oh, wow! Qui était la décoratrice, Deborah Berg? Il n'y a personne de meilleur en design en ce moment. Donc, tu as toujours un type de marbre très spécial dans l'appartement que les agents mettaient toujours en avant. Le marbre est sibérien, qui est maintenant le meilleur sur le marché. Ensuite, tu aurais le parquet en chêne, qui reste le meilleur type de parquet. Et il n'y a vraiment rien qui ferait ressortir l'un de ces bâtiments, pour être honnête. Mais ce n'est pas vraiment surprenant quand on réalise que, dans la plupart des cas, c'est uniquement une forme d'investissement. Donc, ce n'est vraiment pas fait pour y vivre, ce n'est pas une question d'âme, et ça se voit. C'est vraiment évident quand on est là-bas. L'une des choses les plus frappantes, c'est à quel point les agents essaient toujours de se plier en quatre. Pour me dire que personne d'autre ne vit dans ces immeubles, que je n'aurai pas de voisins. Beaucoup de tours de la rangée des milliardaires servent d'investissement à des locaux ou étrangers qui les louent ou les possèdent simplement.
Ils les laissent vides des années avant de les revendre. C'est un investissement sûr, ça garde sa valeur dans le temps, mais ce que ça signifie, c'est que des immeubles restent vides. Il y a un effet de ruissellement, donc une fois que les propriétés très chères deviennent encore plus chères, cela augmente la valeur de tout ce qui se trouve en dessous. On me dit souvent que ce projet ressemble à celui de Robin des Bois, dans le sens où j'offre au public des vues que d'autres personnes ou la plupart des gens ne peuvent pas voir. C'est vrai que c'est impressionnant d'être aussi haut, mais finalement, ce n'était pas agréable. D'une certaine manière, ou l'un des très gros problèmes de ces bâtiments, c'est qu'ils projettent parfois des centaines et des centaines de mètres d'ombre. Par exemple, sur Central Park ou sur les salons ensoleillés des autres personnes jusque-là ou simplement sur les rues. Et donc, d'une certaine façon, ces bâtiments qui ne sont même pas habités privent le reste de la ville de choses aussi naturelles que la lumière du soleil. Il y a beaucoup d'argent à New York et je pense qu'il y aura toujours beaucoup d'argent à New York. Je pense que ce sera de plus en plus ségrégué. Ce que j'ai appris de ce projet, c'est à quel point les différences dans la société sont vraiment obscènes, je suppose. Et comment cela peut se traduire dans une forme physique très concrète dans la ville et comment cela impacte tout ce qui l'entoure.